Bonjour et bienvenue dans i24 News Business Club. Redonner la vue à l'aveugle a toujours représenté un fantasme pour les guérisseurs. Eh bien, les avancées de la MedTech Pixium Vision, qui veut redonner la vue aux non-voyants grâce à un implant, sont désormais reconnues aux États-Unis. Son président, Lloyd Diamond, nous explique tout dans un instant. Capable de produire des textes, du code informatique grâce à l'IA, ChatGPT fascine, inquiète à la fois un acteur français, Lighten, est dans la course. La France compte 40 000 châteaux. À Paris, il y a 400 hôtels particuliers au bas mot. Coup de projecteur sur la maison Émile Garcin. L'immobilier de luxe résiste. Les clients américains sont revenus. Vous regardez cette émission et cela vous paraît normal. Eh bien, il y a près de 64 millions de personnes de plus de 60 ans qui n'ont pas cette chance. Ils sont atteints d'une maladie chronique de l'œil, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA. C'est la principale cause de malvoyance chez les personnes âgées. Eh bien, la société française Pixium Vision, qui développe des systèmes de restauration de la vue, a franchi une étape significative. Récemment, on en parle avec son président Lloyd Diamond. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Pixium Vision. Alors, redonner la vue à l'aveugle, ça a toujours représenté un fantasme pour les médecins. Eh bien, c'est l'un des prolongements de l'aventure de l'Institut de la Vision, créé par notamment José Alincel, récompensé par le prix Science Breakthrough of the Year in Life Science. Vous avez réalisé avec succès la première implantation d'une nouvelle rétine artificielle. Votre équipe de recherche à Stanford progresse et vous êtes implanté en France, en Allemagne, aux États-Unis. C'est ça. Alors, vous êtes capable d'implanter, de faire des implants, mais là, il ne faut pas s'en inquiéter, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est ça ? Tout à fait, voilà. C'est-à-dire qu'on est déjà présent dans 7 pays, 6 en Europe et puis les États-Unis, comme vous avez dit, mais on est en France, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas. Et donc, on a implanté à peu près 50 patients entre les États-Unis et l'Europe déjà. Très bien. Et alors, il faut l'expliquer, comment ça fonctionne. On n'est pas des techniciens, mais c'est quand même extraordinaire. Il y a de l'IA, il y a des caméras. Un petit schéma pour vous aider, on vous écoute. Tout à fait. Donc, en fait, si vous voulez, c'est un peu le deep tech qui rencontre la réalité augmentée et ce qu'on appelle le neurotech. Donc, en fait, on a une petite puce, comme un panneau solaire, qui est toute petite, c'est-à-dire qu'elle de taille, elle fait 2 par 2 millimètres. Elle est moins grosse qu'un cheveu, et on le glisse doucement sous la rétine. Et c'est ce panneau solaire-là qui va reprendre les images qu'on va créer donc, pour la personne en question grâce à des lunettes intelligentes qui vont capter l'image, qui va traduire cette image dans une image augmentée et qui va projeter donc l'image à travers l'œil sur le petit panneau solaire, le puce qu'on a glissé sur la rétine. Et c'est le petit implant qui va envoyer l'image au cerveau où la personne va percevoir au fait l'image qu'on a créée pour eux. Alors, quelle vue peut-on espérer ? On passe pas du noir total à la vue parfaite, mais il y a une amélioration, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a, après donc la chirurgie et l'implantation, il y a des séances de rééducation où la personne apprend à utiliser le système et surtout que la personne va entraîner le cerveau à interpréter donc les images qu'on envoie. Et donc, ce qui se passe, c'est que petit à petit, ils vont commencer à y voir des objets, des formes et après des lettres, des séquences de lettres, des mots et des phrases. Et donc, par exemple, on a donc des implantés qui arrivent à lire le journal, la météo, un plan de métro, par exemple, ou des stations de bus. Donc, c'est vraiment redonner une vision utile
pour améliorer la qualité de vie des patients. Alors, l'autorité américaine de santé, la FDA, a attribué le statut de Breakthrough Device à Prima, système de vision bionique. L'action de Pixium Vision s'est envolée de 320% en une séance le 30 mars. Pourquoi est-ce que c'est si important? Alors, le Breakthrough Device Designation est important pour deux raisons, hein. C'est donc la FDA qui a regardé le dossier clinique et safety de Pixium, toutes les données qu'on a, on a pu justement établir depuis ces dernières 4-5 ans. Et ils ont dit que finalement, on peut avancer vers notre dernière étude américaine. Comme on fait notre dernière étude déjà en Europe, on doit faire une étude similaire aux États-Unis. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Le Breakthrough Device Designation, déjà, c'est censé accélérer l'approbation aux États-Unis et surtout, après l'autorisation de la FDA, ça accélère aussi le remboursement. Très bien. C'est une population, combien de patients dans le monde? Alors, il y a déjà 160 millions de patients dans le monde qui sont atteints de la DMLA sèche. Et en Europe et aux États-Unis, les patients justement qui ont une acuité visuelle, donc une vision basse, qui peuvent en bénéficier de notre système, c'est 250 000 personnes en Europe et aux États-Unis. Et toutes les années, c'est très important, il y a 22 000 nouveaux patients qui sont diagnostiqués avec une acuité visuelle ou une vision suffisamment basse pour pouvoir bénéficier de Prima. En bref, l'étude pivot que vous lancez en Europe, c'est sur 21 suites, 31 patients recrutés. Alors, il y a, voilà, tout à fait. Donc, on a déjà implanté 38 patients. Donc là, on est dans la phase observationnelle où déjà les patients sont implantés, on observe leur amélioration d'acuité visuelle et on attend les données. Vers la fin de cette année, on va pouvoir annoncer au marché les résultats de cette étude premier trimestre de l'année prochaine. Eh bien, bravo Lloyd Diamond. Beaucoup de gens attendent ces résultats. On espère qu'ils vont être positifs. Ils pourront voir i24 News et le reste. Les patients attendent. Depuis son lancement fin novembre, beaucoup ont déjà testé ChatGPT, cette intelligence artificielle capable de répondre à toutes les questions, ou presque, développée par la société américaine OpenAI. Il s'agit d'un système de chat avec plus de 175 milliards de paramètres, utilisant des algorithmes allant de la traduction à la génération de texte. Igor Caron, bonjour. Bonjour Fabien. Vous êtes président de Layton, une société française qui pratique ChatGPT. C'est un outil capable de converser avec l'internaute, de générer tout type de texte. Et le grand public a pris conscience de la puissance de l'outil. C'est terriblement efficace. Certains disent que c'est impressionnant, d'autres que c'est bête. Chacun peut se faire son opinion sur les performances du robot conversationnel. Ce qui est sûr, c'est que c'est intégré maintenant à un nombre grandissant de sites. Ça ouvre de nouvelles perspectives pour certaines activités? Absolument. En fait, on est en train de voir le début d'une nouvelle technologie qui est réellement un début d'intelligence artificielle qui va au-delà des performances qu'on avait vues auparavant. Et en fait, la grande découverte, le grand changement, c'est réellement que tout le monde peut maintenant interagir avec ces systèmes de façon extrêmement non structurée et avoir des réponses qui font sens pour les gens qui posent des questions ou qui interagissent avec ces systèmes-là. Et donc, c'est une nouveauté sans précédent qui est arrivée depuis quelques années déjà, mais qui, pour le grand public, est en fait arrivée depuis décembre dernier. Et c'est vrai qu'on en parle énormément. Pourquoi? Parce qu'avant, il y a quand même ça des initiés, des développeurs. Ils parlent le langage C, JavaScript, HTML. Et là, on pose une question en français et ça nous répond en langage naturel. C'est un petit peu ça le shift quand même. Énorme. Absolument. Avant, on était réellement en termes d'interaction avec des spécialistes. On était réellement dans essayer de comprendre si la qualité de la sortie de ces algorithmes faisait sens. Là, on n'est plus du tout dans cette même région. On est réellement on a l'impression de parler avec une personne qui est compétente dans certains de ces sujets. Et donc, c'est la très, très grande nouveauté de cette technologie. Alors,
Alors, quels sont les acteurs de ce marché? On voit un petit graphique. On a OpenAI qui est lié à Microsoft. Il y a des Américains, Anthropic, des Allemands, Aleph Alpha, des Canadiens, Cohere, un Israélien, AI21 Labs, des Français, Lighton et Hugging Face, comme leur nom ne l'indique pas. Alors, vous faites partie de ces chercheurs entrepreneurs européens qui se lancent à la conquête prometteuse de l'intelligence artificielle. Alors, on se lance depuis quelque temps déjà maintenant, en fait. Depuis, Vous avez été pionnier, hein, il faut le dire. Voilà, c'est ça, depuis 2016. Et réellement, en fait, on a eu l'appui, à l'opposé, en fait, de beaucoup d'entreprises nord-américaines, d'avoir la possibilité d'avoir accès à des supercalculateurs français et européens pour pouvoir justement nous lancer nous-mêmes à comprendre comment faire ces algorithmes et éventuellement pouvoir les déployer de façon à ce que tout le monde puisse les utiliser. Et donc, on a une sorte d'historique un peu là-dessus depuis quelques années maintenant, où on a commencé en fait à pas faire exactement ce que faisait OpenAI, mais entraîner des modèles du type de OpenAI, mais en français directement. En allemand, en italien, en espagnol et même en arabe. Et d'une certaine manière, on a montré que ces modèles de langage, qui sont réellement le terme technique pour ce genre de technologie, sont réellement capables de faire toutes ces choses qu'on voit en anglais, mais aussi dans les autres langues de façon assez innée. Alors, on ne va pas continuer dans le langage de Nour, mais en français, si vous voulez bien. Oui. Quelle tâche peut remplir ChatGPT au sens large, hein, parce que ça surprend, ça fascine, mais ça inquiète aussi. Alors, il y a plein de choses, puisque en fait, c'est une technologie assez nouvelle, et donc, en fait, il y a beaucoup de différences d'opinion, en fait, on va dire. Quel cas d'usage? Imaginons un catalogue de fiches de publicité, de 10 millions de publicités qui Vous me parlez répertorient... de l'e-commerce, c'est ça, par Voilà, de exemple? l'e-commerce en particulier, des fiches produits qui doivent être changées tous les mois, avec un texte qui doit changer tous les mois. On ne peut pas le faire réellement avec beaucoup de gens, on doit réellement le faire de façon automatique. Ces systèmes le font maintenant de façon beaucoup plus automatique. Mais on a d'autres en fait, utilisations de ces technologies. Par exemple, d'une manière plus générale, envoyer des emails. Quand vous êtes dans une entreprise, dans une entreprise lambda, vous envoyez des emails d'une certaine manière, avec un certain contexte qui est différent d'une autre entreprise qui fera exactement la même chose. Et donc, d'une certaine manière, la grande différenciation qui va se passer dans le futur, ce n'est pas simplement ces technologies qui maintenant sont assez connues à cause de ChatGPT, mais vraiment de contextualiser ces technologies directement dans les entreprises. Et c'est un peu ce que Lighton fait en ce moment. Bon, il y a des métiers, hein, plombier, tailleur de pierre, athlète, ça ne va pas disparaître. Mécaniciens, ils sont tranquilles. Mais il y a des métiers qui pourraient être remplacés. Ceux du numérique, de la traduction, de la rédaction, du service client, de la comptabilité. Hein. Alors, très précisément, ça, c'est des projections qui sont faites par des gens qui voient en même temps que nous, en fait, comment évolue en fait ChatGPT. La réalité de la chose, c'est que nous-mêmes sommes assez surpris en fait de comment est-ce que ces technologies sont adoptées. Et donc, les premières professions auxquelles on pense sont évidemment pas forcément impactées, mais elles seront améliorées d'une certaine manière, où on aura une capacité de productivité un peu plus grande. Ces IA vont nous permettre, en fait, d'améliorer la formation des gens. Alors, Google, pour la première fois, vacille. Hein. On avait ce marché américain et il y a des nouveaux acteurs. Les cartes sont rebattues. Expliquez-nous rapidement. Ben, d'une certaine manière, en fait, on s'aperçoit maintenant que le produit phare de Google, qui est en fait le moteur de recherche, a potentiellement un concurrent avec l'utilisation de ces technologies. Et en fait, on est en train de voir en ce moment des plaques tectoniques. C'est-à-dire que même nous, en tant que start-up, on est un peu dans l'attente de voir comment est-ce que les cartes sont en train d'être rebattues. Et d'une certaine manière, Microsoft, qui prend une sorte d'avance avec la technologie d'OpenAI et qui maintenant commence à utiliser cette technologie de façon assez massive sur leur cloud, a potentiellement un impact sur le bottom line de Google. Et donc, depuis quelque temps, Google est en train de faire une sorte de riposte. Mais la réalité de la chose, c'est que même les produits qui sont connus de Google ou d'autres grosses entreprises, non seulement nord-américaines, mais aussi européennes, sont potentiellement directement impactés par cette technologie. Et donc, en fait, les cartes sont rebattues, mais pas forcément entre les deux gros mastodontes que sont Google et Microsoft. Alors, il y a des ingénieurs de Samsung qui ont voulu se simplifier la vie. Hein. Ils avaient un boulot terminé très, très vite. Ils ont confié à ChatGPT la correction d'erreurs dans le code. Mais petit souci, les données, elles se sont retrouvées partout. Est-ce que le risque de fuite de données, c'est quelque chose que vous avez en tête? Alors, c'est pire que ça. Ce n'est pas la fuite de données, c'est une fuite de savoir-faire.
Et en fait, on est assez clair à Lighton sur le fait que, d'une certaine manière, le seul moyen de faire en sorte que chaque entreprise ne soit pas dépendante d'une entreprise tierce réellement, c'est réellement de faire en sorte que ces données restent chez eux et qu'ils aient leur propre technologie d'IA chez eux. L'Italie a interdit ChatGPT, je me suis laissé dire, pour plusieurs infractions sur la protection des données personnelles. Ça pose des questions. Et d'ailleurs, en mai, il y a eu une audience au Sénat où le sénateur Richard Blumenthal a ouvert son audition en utilisant un enregistrement deepfake de lui-même. C'est-à-dire, c'est pas lui qui a choisi les mots, c'est pas lui qui parlait, mais des gens qui écoutaient l'audition avaient l'impression que c'est le sénateur qui parlait pour montrer la puissance et le risque, le danger que ça représente. Alors, c'est un risque dans le sens où, en fait, on n'avait jamais vu ce genre de choses faisables relativement rapidement. Avec toute technologie qui commence à évoluer, on aura la possibilité de voir comment est-ce que ces produits-là sont construits dans le futur. Donc, d'une certaine manière, il y a une sorte de rapidité qui vient avec toutes ces technologies, mais moi, je pense que de façon assez claire, on aura la possibilité de pouvoir détecter ce genre de choses à terme sans trop de problèmes. La réalité des choses, c'est qu'en fait, on n'est pas en train de poser la question de savoir si ChatGPT est potentiellement en dehors des clous. On est en train de poser la question de savoir si, du point de vue légal, du point de vue de beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec ChatGPT, on est capable de légiférer une partie des choses qui sortent de cette technologie. Et OpenAI, il a plutôt intérêt à réglementer parce qu'il a pris de l'avance. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve quand même avec une différenciation de vitesse qui est liée au fait qu'il y a eu un temps d'avance qui a été pris par ces géants américains, que sont OpenAI et les autres, et puis les plus petites entreprises européennes qui sont réellement en train d'arriver à ce niveau-là. Merci Igor Caron. L'IA est d'ores et déjà capable de rédiger des textes optimisés pour plein de choses, pour vendre un logement par exemple, tout en aidant les acheteurs potentiels à repérer les annonces qui leur correspondent. Je vous dis ça parce qu'on va parler de placement dans un instant. Restez avec nous. C'est au début des années 60 qu'Émile Garcin a commencé à vendre des maisons dans les Alpilles et le Luberon. Ces propriétés d'exception, appartements, maisons, villas, châteaux, à la vente comme à la location, nous font complètement rêver. Ce sont ces trois enfants qui préservent l'indépendance de cette maison aujourd'hui. Sa fille présidente d'Émile Garcin, Nathalie Garcin, est notre invitée. Nathalie Garcin, bonjour. Bonjour. Alors, votre maison, effectivement, réalise un nombre incalculable de transactions par an, mais ça n'a pas été si facile que ça. Il paraîtrait que quand vous avez commencé, votre père vous a dit « Tu ne feras jamais d'immobilier ». Mais pourquoi ? Il n'a pas tout à fait dit ça, mais il a dit je vivais à Paris, lui était en Provence, et je lui ai dit « Je veux faire de l'immobilier à Paris ». Mais non, ce n'est pas un métier de femme, m'a-t-il dit. Et j'ai insisté et j'ai démarré. Parce que votre parcours, vous aviez touché un petit peu au luxe déjà ? Oui. J'ai touché au luxe, effectivement. J'étais dans la publicité. Je gérais toute la communication d'une célèbre, qui n'est plus aujourd'hui, épicerie fine qui s'appelait Ediard. Effectivement, qu'on voyait boulevard de la Madeleine. Alors, Émile Garcin n'a cessé de se développer pour devenir un acteur prédominant du secteur. Combien d'agences avez-vous aujourd'hui ? Où ça ? Nous avons 25 agences un peu partout en France. Nous ouvrons où nos clients nous mènent, d'ailleurs. Donc, nous sommes un peu partout, du nord de la Bretagne au sud, Aix, Marseille, Saint-Tropez, Mougins, etc. Et jusqu'au centre, Bordeaux, le sud-ouest, Biarritz, Saint-Jean. 4 agences à Paris, Deauville, un peu partout. Et quelles sont vos ambitions maintenant ? Ça continue de grossir ce réseau ? Oui, absolument, absolument. Quelles sont vos ambitions ? Oui, à Paris par exemple. À Paris, un peu plus, en ouvrir une ou deux de plus à Paris. On n'est pas dans le 9e, 18e, ce coin-là, le 10e, 11e. Voilà. Et si on regarde le marché immobilier au sens large, il y a eu la pression inflationniste avec la hausse des taux d'intérêt et ça a pesé sur l'immobilier entrée de gamme. Est-ce que c'est le cas du très haut de gamme ? On a l'impression d'une santé presque insolente. C'est vrai, c'est vrai. Surtout que, en fait, le très haut de gamme, il n'y a pas beaucoup de biens à vendre en très haut de gamme. Donc, il y a quand même quelques clients français et étrangers qui
cherchent des choses exceptionnelles et on n'en a jamais assez. Donc, ça se tient, les prix se tiennent. On est dans la rubrique placement. La pierre, investir dans la pierre, c'est une bonne idée pour 2023 ? Oui, absolument, absolument. Et on a de plus en plus de fonds qui investissent pour des clients étrangers, qui cherchent à investir pour eux et qui investissent même dans des prix très élevés, qui cherchent des immeubles ou de très grands appartements dans Paris et qui investissent plusieurs millions et qui nous font confiance. Quand on parle de clientèle internationale, on parle de quel pays en ce moment? Ça a peut-être évolué ces dernières années. En ce moment, c'est surtout les Américains qui sont revenus et le Moyen-Orient aussi est revenu. On a pas mal de clients israéliens, arabes, donc ça... Et on pensait que Paris avait perdu un petit peu de son magnétisme. Non, Qu'en pas du dites-vous? tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est les Champs-Élysées, c'est les grandes artères. Qu'est-ce qui plaît? Et au-delà, même en France, quelles sont les tendances finalement? Qu'est-ce qu'on vous demande en ce moment? Toujours Saint-Germain-des-Prés, parce que c'est rare. Saint-Germain-des-Prés, le Marais. Saint-Germain-des-Prés, le Marais pour des demeures anciennes, 18e, 17e, dans des hôtels particuliers, ou des rez-de-jardin, des terrasses ou des rez-de-jardin un peu partout, le 8e aussi, des terrasses dans le 8e, et des hôtels particuliers. En ce moment, il n'y en a pas et ils sont très demandés. Vous avez commencé dans les Alpilles, on disait. Hein. Oui. Je parlais à un collègue de la régie, hein, tout ébobie devant ces magnifiques demeures qu'on voit à l'écran. S'il veut se faire plaisir, hein, je vais me faire son agent immobilier. Il aime la modernité, mais un peu de tradition. Ça se trouve pas quand même chez vous, ça, si? Si. On a des endroits modernes qui respectent la tradition. Ouais. On a vendu, comme la maison de Kenzo qu'on avait vendue place de la Bastille. C'était très moderne, c'était très japonais, mais c'était de grande qualité. Mais là, aujourd'hui, en catalogue, aujourd'hui, on vient de rentrer une maison à Arles, en Provence. Et Arles, en ce moment, est une ville très recherchée. Beaucoup de gens s'installent là-bas parce qu'il se passe beaucoup de choses. Et on vient de rentrer une maison des années 70 d'un architecte connu qui s'appelait Émile Sala. Elle est toute en rondeur à l'extérieur, tout en rondeur à l'intérieur. Elle a un charme fou. On va demander une petite augmentation pour notre collègue de la régie. Des marques connues dans l'immobilier de luxe, il y en a quand même beaucoup. Hein. Daniel Féo, Juno Immobilier, Sotheby's, International Realty, consultant immobilier. Pardonnez-moi, je cite vos concurrents, mais comment est-ce que vous vous différenciez? On a besoin de comprendre. Nous sommes une entreprise familiale depuis 60 ans et nous n'avons jamais dérogé à cette façon de travailler. Et tous ces autres gens de l'immobilier font des franchises, donc ils ne sont pas maîtres de... le travail n'est pas le même dans chaque bureau parce qu'ils vendent leur nom. Nous, ça n'a rien à voir et à chaque fois qu'un client ira dans un de nos bureaux, dans un de nos 25 bureaux, il sera traité et travaillé et on l'aidera de la même façon. Et vous me disiez en préparant que même l'agence, en quelque sorte, c'est pas juste un espace. Vous ne vous implantez pas si vous n'avez pas la maison de charme qui accueille juste les clients, c'est ça? C'est ça, exactement. Là, on vient de trouver un nouveau bureau à Marseille, mais on a mis 3 ans avant de trouver l'endroit. Alors, avec le Covid, on a vu beaucoup de Parisiens quitter les métropoles. On a dit que les Français ne veulent plus des métropoles. Impact du télétravail. Qu'est-ce que ça donne sur l'immobilier de luxe? Effectivement, Ils sont juste revenus après à Paris ouais. Non, ils ne sont pas revenus, mais ceux qui sont partis de Paris pour faire du télétravail et s'installer à la campagne sont restés là-bas. Mais d'autres sont partis des villes, beaucoup sont partis de Londres pour s'installer, revenir en France, à Paris. Donc tout ça a changé. On se demande où est la résidence, pardonnez-moi, principale et où est la résidence secondaire. Ça se mélange alors? Tout se mélange, tout se mélange. Et ça fait votre business. Exactement. Alors, ce qui est incroyable, c'est que vous êtes installé également à l'étranger, à Marrakech. Oui. Alors, les charmes de Marrakech, ils se vivent dans la Médina. On sait, ils sont perceptibles au jardin Majorelle, acquis par Yves Saint-Laurent, Pierre Berger, par exemple, il y a quelques années. Ce qu'on sait moins, c'est que l'agence Émile Garcin a été primée par le Luxury Lifestyle Awards. Hein. Il y a des milliers de concurrents. Ça veut dire que vous êtes expert de cette zone-là. Racontez-nous. Ça veut dire que je pense que nous sommes experts, nous avons les plus jolis biens à vendre.
à Marrakech et autour de Marrakech, absolument. Donc c'est la deuxième année que nous sommes primés comme étant la meilleure agence de Marrakech. Donc aujourd'hui, vous voulez, à Paris, vous continuez de vous développer, mais encore des projets de développement en Suisse aussi. On a parlé un petit peu d'international, on est sur la chaîne internationale, ça vous intéresse aussi? Oui, nous sommes en Suisse, mais à Genève. Ça serait bien aussi d'être en Suisse, dans la montagne, à Gstaad ou ailleurs. Nous sommes à Bruxelles déjà. À l'étranger, l'idéal serait, j'adorerais ouvrir à Londres, mais c'est plus compliqué. On est dans un contexte d'érosion du pouvoir d'achat. Nathalie Garcin, c'est un petit peu insolent pour beaucoup de Français qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Comment vous gérez ça? Vous êtes en phase quand même avec le pays, si j'ose dire? Oui. Nous sommes en phase avec le pays et nous ne vendons pas que des propriétés à des millions d'euros. Il y a des propriétés de charme et plus petites où tout le primo-accédant peut arriver à obtenir sa maison. Et vous travaillez dans les territoires. Est-ce que c'est une manière de s'engager quand même, finalement, vos investissements dans les territoires? Je crois que vous faites du mécénat même. Oui, c'est une manière de s'engager pour restaurer les châteaux qui tombent en ruine, mais qui sont notre patrimoine français aujourd'hui. Donc on s'engage beaucoup, on fait du mécénat, on aide à restaurer ces vieux châteaux, des chapelles anciennes, des jardins classés. Tout ça coûte beaucoup d'argent et on va à fond là-dedans. Merci beaucoup Nathalie Garcin d'avoir été notre invitée. Et puis merci à tous ceux qui ont travaillé sur cette émission. Baptiste, Mélanie, André Zetoun, Bertrand Séguier. Merci à nos invités, bien sûr. Merci de votre attention. Business is beautiful et même pendant les vacances, le business continue.